écoutez Mon Québec Inspire, votre podcast pour découvrir ces personnalités inspirantes qui façonnent notre société. Aujourd'hui, je rencontre l'équipe organisatrice de Soapbox Science Québec. Vous allez voir une façon super intéressante de partager la science. Je vous laisse découvrir. Merci les filles d'être venues partager avec moi aujourd'hui. Ça me fait super plaisir de vous rencontrer, l'équipe organisatrice de Soapbox Science Québec. Donc pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter un petit peu rapidement, savoir ce que vos études... Vous me regardez donc. Sylvia, tu peux y aller, oui, si tu veux. Bonjour, donc moi je suis Silvia Pozzi, je suis originaire de l'Italie, où j'ai fait tous mes études. Je suis venue ici à Québec en 2013 pour un postdoc, puis je suis restée à Québec. Ça fait plus de 10 ans que je suis ici. Je suis maintenant professeure à l'Université Laval dans le département de neurosciences et psychiatrie, chaire de recherche du Canada, et je vais rester ici parce qu'il y a beaucoup d'activités à faire. Et c'est mon tour. Donc, je m'appelle Razan Cheta et actuellement, je travaille au CHUL comme scientifique. Mais avant mon parcours de recherche et sciences, j'ai commencé à Vancouver, à UBC, comme mon bachelor's en sciences. Après, j'ai fait un peu de voyage. Là, j'ai fait mon master en Suisse. Après, j'ai fait mon doctorat ici, à ULaval. Et maintenant, oui, je continue dans le domaine de neuroscience, de maladie de Parkinson's. Donc, c'est ça ce que je fais maintenant. Allô, mon nom c'est Alessandra. Je suis italienne d'origine et je suis arrivée à Québec en 2018 pour faire une maîtrise en neurosciences que j'ai complétée en 2020. Et depuis 2020, je suis restée à Québec. J'ai travaillé comme professionnelle de recherche dans différents centres de recherche dans la ville de Québec. Et aujourd'hui, je suis coordonnatrice de l'infrastructure dans un centre de recherche qui s'appelle CIRIS. Et je suis Julia Chabert. Je suis arrivée à Québec en 2021 pour mon doctorat en neurosciences au Centre de recherche cerveau. Avant ça, je suis française, j'ai oublié de le dire, mais avant ça, j'ai fait toutes mes études en France. J'ai fait mon baccalauréat en biologie, puis mon master en neurosciences aussi. Super, merci filles, c'est des beaux parcours, chacune que vous avez. Donc vous êtes impliqués dans le Soapbox Science, dans l'équipe organisatrice. Donc il y a l'organisation, puis après il y a la présentation en tant que telle de la science. Donc est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de qu'est-ce que c'est Soapbox Science Québec, puis qu'est-ce que vous faites finalement? Bon, bien sûr. Donc, Soapbox Science, c'est un événement de vulgarisation scientifique. C'est un événement public, ouvert à tout le monde, où il n'y a pas de restrictions d'âge ou de connaissances en matière. Et le but, c'est vraiment de mettre en lumière les femmes en sciences qui travaillent ici à Québec, qui font de la science dans des domaines. On a un éventail de domaines scientifiques qui sont présentés. Et le but, oui, c'est des Soapbox Science en général, c'est d'inspirer, d'engager les publics dans les sciences qui sont faites ici et aussi d'inspirer les nouvelles générations de femmes en sciences qu'on aura dans le futur. C'est ça. Si je peux faire un peu d'histoire de Soapbox Science, c'est un événement, c'est une plateforme quand même internationale, un événement qui est né en 2011 au Royaume-Uni et après ça, c'est développé vraiment dans différentes villes, dans différents pays. On compte maintenant 14 pays du monde et plus de 57 villes où il y a l'événement Soapbox Science. Nous, on est fiers d'être... c'est sûr que Soapbox Science est aussi ici au Canada, mais nous, on est fiers d'être la première équipe à avoir organisé Soapbox Science au Québec, ici dans la ville de Québec. On a commencé en 2020, en pleine pandémie, donc c'était un peu difficile, mais même là, on était capable d'avoir quand même une bonne participation. On a eu la première année une centaine de participants qui sont venus nous voir notre conférencière. Et après ça, on est rendu maintenant à la 5e édition. Donc, on était capable l'année passée d'avoir plus de 250 personnes qui sont venues au parc du musée pour voir nos conférencières. Et l'événement en soi, c'est en 3 heures.
3 heures, se déroule généralement de 13 heures à 16 heures dans l'après-midi. Et pendant ces 3 heures, on a 12 conférencières qui vont présenter leur travail de recherche. Donc, on a 3 tranches de conférencières. Donc, on a 4 conférencières par heure. Et pendant 1 heure, les 4 conférencières vont expliquer brièvement leur travail de recherche. Il n'y a pas de PowerPoint, il n'y a pas de microphones, rien. C'est juste quelque chose d'intime. Le public autour de la conférencière, elle explique ses recherches, ses projets de recherche. Puis il y a un moment, en 5 minutes, de questions avec le public. Ça, c'est vraiment c'est merveilleux de les voir. Et après ça, donc en 15 minutes, ça donne aussi la possibilité aux participants, au public, de se promener dans les parcs du musée et aller voir dans la même heure différents conférencières. Donc, une grosse possibilité de se plonger un peu dans la science, une science qui est vulgarisée, qui est rendue accessible à tout le monde. Ça, c'est un peu l'idée de Soapbox Science. Super, merci beaucoup, c'est vraiment un beau projet. Je trouve ça super intéressant, c'est une façon différente d'amener la science justement aux gens. Puis comment les gens justement réagissent, parce que c'est une chose de partager la science, mais là il y a pas de, comme tu disais, il y a pas de support vraiment. Tu sais, c'est pas autant préparé que quand on va faire une conférence qui est vraiment dédiée à un sujet en particulier, où l'auditoire est vraiment prêt à recevoir cette information-là. Là, c'est assez différent. Fait comment les gens ils réagissent à ça? Ils réagissent très bien. On est très très heureuse de comment les participants sont engagés dans les discussions avec les conférencières. Nous, malheureusement, comme organisatrice, on n'a pas le droit d'être conférencière en même temps. C'est juste une question de se bien organiser, de ne pas être trop surchargé et aussi de donner la juste importance. Donc, nous, les organisatrices, on s'occupe du déroulement de l'événement et les conférencières, eux, elles ont leur temps pour se préparer à la conférence. Mais l'avantage d'être organisatrice, par contre, c'est qu'on voit les deux côtés. On voit les conférencières qui sont super engagées, super passionnées pendant qu'elles décrivent leur science, et les participants, le public, qui est un public vraiment de l'autre côté, même engagé eux aussi. Donc, un public qui pose des questions, surtout les enfants. Et ça, avec les enfants, ce sont toujours les questions les plus difficiles. Et donc, qui posent vraiment très intéressés. Et une chose que moi j'ai remarqué, c'est vraiment très intéressant, c'est très 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 beau pour nous, c'est que c'est un public qui est reconnaissant envers les efforts qui sont faits dans la science. Donc nous, c'est ça un gros avantage pour nous comme organisatrices, de voir soit les conférencières, mais aussi le public qui est vraiment très engagé, très intéressé dans les recherches qu'on fait ici. Puis ce qui est intéressant, si je peux rajouter quelque chose, c'est que le public, il a vraiment pas l'habitude en fait d'avoir accès à cette science-là. Donc c'est intéressant de leur donner accès à ça. Puis on voit qu'ils sont vraiment engagés dans les conversations, ils comprennent quand même ce qu'on explique en tant que conférencière. Donc c'est vraiment une chance aussi, je pense, à la fois pour nous d'expliquer ce qu'on fait, puis en même temps eux d'avoir accès à toute cette connaissance-là, et puis qu'est-ce qui se fait dans la recherche, parce que c'est quand même un peu des métiers qui sont assez peu connus finalement. Enfin, on sait à peu près que les scientifiques ils portent une blouse blanche, ils font du pipetage et tout ça, mais à part ça, on ne sait pas grand-chose. Donc, je trouve ça quand même cool d'avoir accès, de donner accès au public à tout ça. Et si je peux ajouter aussi, Julia, toi, tu es un exemple aussi d'une conférencière qui a participé à une édition de Soapbox Science et après a voulu commencer à être organisatrice. Donc ça démontre aussi l'intérêt que le monde a vers l'événement. Et aussi, il ne faut pas oublier qu'on a aussi des bénévoles qui nous aident à chaque année. Donc, on a 12 conférencières et on a une quinzaine de bénévoles qui passent la journée avec nous. Donc, ils nous aident à simplement installer les parcs pour l'événement et aussi donner de l'aide aux conférencières pendant l'événement. Et leur rôle, c'est très important. Donc, on ne pourrait pas avoir l'événement sans des bénévoles aussi.
Ça prend toute une équipe, là, c'est sûr. C'est pas, comme tu disais, Sylvia, c'est un événement. Si vous avez rassemblé 250 personnes, ça fait quand même pas mal de monde à organiser. Puis, c'est ça, il faut planifier quand même tout ça. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est il y a vraiment justement, c'est tous les âges. Là. Il y a des gens qui sont plus jeunes, des gens qui sont plus âgés. Les sujets de recherche, souvent, c'est des trucs qui sont quand même complexes. Même des gens qui sont dans le milieu de la recherche, parfois, c'est des sujets de recherche qui sont complexes ou différents. Donc là, pour les expliquer, c'est pas facile. Et comment on fait pour expliquer ça à des plus jeunes et des plus vieux? Faut que tout le monde y trouve un peu son compte. Ça doit être vraiment complexe pour la personne qui s'exprime. Là. Ouais, en fait, c'est ça, c'est difficile, mais en même temps très intéressant, parce qu'on est obligé de trouver des stratégies pour arriver à faire passer le message qu'on veut faire passer. Puis la vulgarisation ou l'explication de notre projet, c'est ce qu'on fait quand même au quotidien, que ce soit avec nos collègues scientifiques qui n'ont pas le même background, entre guillemets, de sciences, et à l'inverse avec des amis ou de la famille. Donc on a vraiment différents degrés de vulgarisation aussi qu'on doit faire. Mais ce qui est intéressant avec Soapbox, c'est qu'on voit tout l'étendue de la créativité des conférencières qui viennent, qui vont essayer de faire vraiment une interaction avec le public, de leur faire porter des choses, ou alors de créer un contact. Il y en a d'autres qui vont amener plus des échantillons biologiques. Donc là, on leur montre qu'est-ce qu'on fait vraiment dans le labo, à quoi ça ressemble de parler. Je me souviens d'un des centres de recherche, c'est le LOEX, je pense. Ils font des pots biologiques, synthétiques. In vitro. Ouais, in vitro. Donc du coup, ils apportent ça, puis tu vois la peau, en fait, l'échantillon en lui-même. Donc c'est cool parce que les gens ils se disent elle parle de ça, cette personne parle de ça, puis en même temps on le voit de nos yeux. Donc c'est quand même cool. Mais c'est ça, je pense que ce qui est intéressant, c'est vraiment d'arriver à trouver comment tu veux faire passer le message, puis expliquer ton projet. Puis une fois qu'on a trouvé la bonne manière, après ça vient tout seul. Puis le public est quand même assez intéressé, donc... C'est un défi aussi pour les conférenciers, je pense, parce qu'on est habitué dans le monde de la science, tu es habitué à parler souvent dans des événements plus formels, comme des conférences scientifiques. Utiliser aussi les langages scientifiques, parce que c'est ça, par contre, de l'autre côté. Donc, Soapbox Science, c'est vraiment un événement qui permet de justement donner la science au public avec des mots faciles qui pouvaient être appris par des enfants, mais aussi pour des adultes qui n'ont pas forcément des connaissances ou des parcours académiques. Donc, c'est très intéressant et c'est un défi pour les conférenciers aussi. Je pense que ça doit être, un gros défi. Mais ce que je trouve vraiment super, ça s'adresse à tout le monde. Le but, c'est vraiment que justement chacun puisse comprendre. Et c'est pas facile parce que c'est des sujets qui sont très complexes. Donc synthétiser ça doit être vraiment, vraiment complexe. J'aime beaucoup aussi l'aspect que les conférencières doivent amener en fait, chacun fait un peu comme il veut, de ce que je comprends, mais amène quelque chose pour essayer de le présenter à sa façon. Justement, un peu, qu'est-ce que ça prend? Est-ce que les personnes, il y a une trame un petit peu que les personnes doivent respecter pour faire leur conférence? Est-ce que chacun fait comme il veut? Puis qu'est-ce que ça prend? Qui c'est ces personnes-là qui font les conférences? On aide les conférencières avant l'événement pour montrer comment ça va marcher, pour vraiment expliquer que c'était l'implication de communication publique. Alors, ça, c'est un de notre critères d'avoir des conférencières qui sont capables de parler avec les publics de n'importe quel âge et tout. Alors, c'est un défi qu'on a trouvé, même pour nous, comme organisatrices, pour trouver les façons idéales pour présenter leur science, pour éviter de montrer qu'on travaille dans des domaines assez complexes. On aime éviter cette représentation de les complexités de science. En place, on aime de montrer c'est accessible, c'est pas très difficile et c'est quelque chose que n'importe qui peut commencer de faire. Donc ça, c'est les façons qu'on essaie de présenter notre objectif d'être
partie de Soapbox Science. Donc, je pense que c'est des plateformes excellentes de présenter comment on peut parler des sciences d'une façon vraiment vulgarisée et simple. Puis c'est accessible et fun aussi. Dans le sens où je trouve les conférencières jouent vraiment aussi de l'interaction avec le public, le fait qu'il y ait des enfants de 5 ans, leurs parents qui en ont 30 et des gens plus âgés qui traînent par là puis qui passent par notre événement. Mais c'est ça. Puis je pense que l'année dernière, je me souviens, il y en avait une qui avait créé un cerveau. C'est cool. Je sais plus dans quelle matière, mais c'était un chapeau cerveau, puis avec tous les lobes, les différentes parties du cerveau. Donc c'était vraiment plus simple aussi pour expliquer de quoi elle parlait finalement. Moi, quand je l'avais fait, j'avais une ardoise, donc je faisais des schémas parce que je préfère faire des schémas. Donc c'est vraiment libre à la créativité, puis à comment ça se passe aussi sur le moment avec le public, je pense. Oui, il y a une conférencière qui travaille dans le domaine de l'espace. Donc, c'était vraiment intéressant pour les enfants de voir elle parle de quoi et comment on peut aller, et c'est aussi, c'est bon, prendre le temps pour expliquer Canada et Québec, leur implication dans par exemple, les secteurs de sciences, par exemple, l'espace. Parce qu'elle a expliqué que Canada et Québec, ils ont parti de fabriquer des utiles pour le International Space Station et tout. Donc, c'était intéressant d'avoir, donc il y a l'implication de sciences, mais au Canada et au Québec. Donc, Parce que c'est ça, on n'oublie pas que toutes les conférencières qu'on sélectionne pour l'événement sont des conférencières basées dans la ville de Québec. Donc, leur travail, les laboratoires, les centres de recherche sont tous dans la ville, mais souvent, c'est des réalités qu'on ne connaît pas. Donc, c'est une opportunité pour mettre en lumière la recherche qui se fait au Québec, à Québec, dans la ville de Québec. Ouais, c'est super. Promouvoir les talents qu'on a ici, finalement, là, ça, c'est vraiment super. Ouais. Puis, je vous entends parler un petit peu de l'équipe qu'on a formée et tout. Est-ce que vous avez un processus de recrutement? Mettons quelqu'un qui voudrait essayer de s'impliquer ou qui serait intéressé à rejoindre l'équipe des conférencières. Qu'est-ce que ça prend? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir fait tel ou tel diplôme? Est-ce qu'il y a besoin d'avoir justement peut-être un petit peu une façon de parler ou je pense qu'on peut parler. Il y a deux secteurs, c'est celle de les conférencières et celle de organisatrices. Donc, parce qu'on est parti de l'International Soapbox, alors il faut de suivi de certaines règles. Mais pour les conférencières, peut-être Julia peut expliquer un peu. En fait, on demande quand même, le premier critère, on va dire, c'est d'avoir une maîtrise. Donc, on demande vraiment d'avoir ce diplôme-là. Puis après, ça peut être des personnes qui sont en doctorat, des professionnels de recherche, des gens des chercheurs aussi, des chercheuses, toujours femmes du coup. Mais c'est ça, ça prend quand même ce diplôme-là. Je pense que c'est un critère du UK, donc vraiment de l'organisation de base, qui, de ce que je comprends, c'est vraiment pour avoir des personnes qui ont un projet de recherche, qui sont à l'aise à l'expliquer. Parce qu'au bac ou même pendant la maîtrise, on n'est pas encore vraiment maître, entre guillemets, de son projet. On n'a pas une connaissance assez approfondie. Donc l'avantage d'être un peu plus loin dans les études ou dans le travail, c'est qu'on a vraiment une connaissance assez poussée et on est capable de l'expliquer en profondeur. Ça, et il faut faire partie des STIM, qui sont sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est les 2 critères principaux. Puis après, avec Razan, on fait partie du comité de sélection justement des conférencières. Puis on essaie d'avoir un maximum de diversité sur les projets. Donc que ce soit, il y a beaucoup de neurosciences à Québec. Donc en neurosciences, il y a de l'écologie, il y a des gens qui travaillent plus en cardiologie, aussi. Mathématiques. C'est vraiment ingénierie, génie forestière, génie environnemental. C'est vraiment large. Toxicologie aussi. Ouais, il y a vraiment de quoi. Sur les 12, il y a pas mal de sujets différents. Donc c'est ça qui fait aussi la richesse de l'événement. Ouais. C'est super. Mais ça doit être en plus, pour les personnes que ce soit au niveau conférencière ou alors au niveau organisation, ça doit, au niveau du CV, on va dire, ou de
dans sa carrière, ça doit quand même amener aussi une certaine valeur. C'est juste personnellement déjà le fait de pouvoir s'exprimer mieux de son projet, je pense que ça aide énormément. Mais en plus, après, le fait d'avoir fait ces événements-là, participer à ça a une certaine valeur. C'est absolument très important d'être capable de vulgariser, donc de vulgariser la science, de vulgariser ce qu'on fait dans les labos, dans nos travaux. Donc, avoir des événements où on peut profiter et aussi se pratiquer un peu pour vulgariser la science et, aux enfants, aux personnes plus âgées, c'est quand même une bonne opportunité pour aussi grandir personnellement. Donc, oui. Pour les conférencières, on a aussi les critères. On a des questionnaires que chaque applicant peut remplir. Comme ça, on voit exactement qu'est-ce qu'ils sont capables de présenter. Donc, on n'est pas assez comme harsh, on peut dire, mais on est capable de dire ils sont capables ou non, parce que ça, c'est un critère très important pour être capable de promouvoir les sciences comme il faut. Et s'engager avec les publics aussi. C'est une façon pour nous de voir la motivation des conférencières à participer à l'événement. Et aussi, un côté aussi, je pense, un défi pour les conférencières, mais aussi des valorisations de leur travail. Des fois, la recherche n'est pas tout le temps facile, ou souvent on travaille fort, mais il n'y a pas beaucoup de reconnaissance. Et malheureusement aussi, surtout pour les femmes en sciences, on sait bien que dans l'histoire, on n'a pas eu beaucoup de reconnaissance en tant que femme scientifique. Donc, je pense que les conférencières qui participent à cet événement ont l'opportunité de sentir que leur science, leur recherche est importante, de se sentir appréciée par le public. Donc, il y a un côté aussi de valorisation de la recherche, des projets de recherche que je pense c'est très important. Ouais, puis si ça peut inspirer du monde aussi. Moi, je pense que c'est une chose que je trouve qui est super intéressante, c'est qu'il y a des jeunes qui vont voir, ou même des fois des plus vieux qui vont voir ça, puis que ça va leur donner vraiment le goût d'en apprendre plus sur le sujet, ou peut-être des fois certains plus jeunes de ce goût de poursuivre leurs études ou d'aller plus loin parce qu'ils se rendent compte que waouh, c'est super intéressant finalement la science. J'ai un exemple personnel pour moi, c'est ma fille elle est souvent avec moi pendant l'événement et elle a écouté de plusieurs conférencières. Elle m'a dit ça c'est très intéressant, maintenant je comprends qu'est-ce que tu fais et pourquoi tu fais ça. Donc ça c'était vraiment, c'est cool pour moi, je trouve. Et aussi elle a eu la chance de présenter un les conférencières qui était présent en 2022. Donc elle était capable de contacter les conférencières. Il a fait un petit entretien avec elle pour parler de le sujet. Donc son classe, ils ont vraiment apprécié qu'est-ce qu'elle a fait parce qu'elle a pris le temps pour parler avec une conférencière qui était aussi donc dans les domaines de recherche. Donc ça bien apprécié par les enfants par exemple, mais aussi je trouve qu'elle a apprécié plus qu'est-ce que j'ai fait. Donc ça c'est aussi ouais, donc ouais. Mais même par rapport à la personne astronaute là qui avait fait sa conférence, c'est bien parce que ça permet vraiment d'avoir une représentation féminine de ce type de métier, ce qui est vraiment important quand même de nos jours. Je pense que c'est encore nécessaire malheureusement. Donc c'est chouette d'ouvrir un peu ces possibilités-là à tout le monde, je pense. Oui. Non, c'est exactement ça, un peu le but de Soapbox Science, c'est d'inspirer les nouvelles générations, mais aussi un peu pour tout le monde, de briser un peu les préjugés qu'il y a sur les femmes. Les femmes peuvent faire n'importe quoi, surtout dans la science. Donc, on a des ingénieurs, des médecins, des gens plus impliqués dans la recherche, dans la technologie en général, dans la recherche médicale, tout ça. Donc, c'est important parce que des fois, ces préjugés, puis après, ils deviennent malheureusement des gros barrières à la carrière des femmes. Donc, si on commence avec ces petits événements à montrer que, bon, il y a de l'équité partout, non? Donc, les femmes, même dans les sciences, il n'y a pas des domaines seulement pour les femmes ou seulement pour les hommes. Donc, ça va être
des petits pas aussi pour le futur, pour la société en général et pour le futur en général. Ça montre des parcours de réussite aussi, moi je pense. C'est ça qui est super, là, super intéressant. Puis justement, qu'est-ce qui vous a... on parle un peu de comment ça en est arrivé là, un petit peu. Qu'est-ce qui vous a motivé à faire ça, vous, à embarquer dans ce projet-là? Mais je dirais c'est surtout le désir justement de faire découvrir les sciences de manière facile et surtout au grand public. Donc on se connaissait déjà avec quelqu'un des organisatrices parce qu'on était des femmes immigrées à Québec. Donc, l'idée de faire, d'être ensemble dans un événement scientifique et basé à Québec nous a aidé aussi à se sentir comme plus intégrés dans la société, de faire quelque chose pour la ville de Québec qui nous a donné, oui, c'est ça, nous a donné du travail, nous a donné une nouvelle vie. Donc, c'était comme si donner quelque chose à la ville de Québec, et un échange. Et ça nous a aidé. Moi, personnellement, ça m'a aidé le fait d'organiser un événement scientifique comme SoBox Science pour me sentir appréciée par le public qui viennent, qui apprécient notre science, qui apprécient l'événement. Je pense que ça a aidé aussi à mon intégration et je pense que c'est aussi peut-être notre lien commun des scientifiques. On partage la passion pour la science. On a des backgrounds différents, culturels, mais aussi scientifiques. Mais je pense qu'on a toutes nous, on a le désir vraiment de promouvoir la science et promouvoir le rôle des femmes en science. Je trouve que ce que tu dis, c'est intéressant parce que l'aspect justement de s'impliquer, que ça aide à s'intégrer, moi je pense que c'est, oui, définitivement, là, c'est vraiment une bonne façon déjà de côtoyer d'autres mondes, du monde qu'on n'aurait peut-être pas nécessairement l'occasion de côtoyer. Surtout dans le domaine de la science, parfois, tu le mentionnais, je ne sais plus qui, une de vous le mentionnait tantôt, mais parfois c'est un peu solitaire. On est dans notre projet, moi je ne suis pas passé par là, mais j'en ai entendu plusieurs personnes en parler. Fait que c'est plutôt un parcours, peut-être pas solitaire, c'est peut-être pas le mot, mais on se retrouve à faire soi-même son projet. Les autres sont peut-être moins... Ils connaissent moins le projet, ils y contribuent moins. Donc, le fait de pouvoir justement souvent parler avec d'autres gens puis participer à ce genre d'événements-là, juste entre vous, j'imagine que déjà vous devez en parler de vos projets pour pouvoir soit trouver des façons d'exprimer ou choses comme ça. Donc, oui, définitivement, à mon avis, c'est vraiment des bonnes plateformes pour côtoyer du monde puis s'intégrer. Si je peux ajouter, il y a aussi parler des projets, mais aussi des problématiques qu'on rencontre, parce que même si on n'a pas du tout le même background de science, on a quand même les mêmes problématiques qu'on rencontre dans nos métiers. Donc d'avoir des gens qui comprennent ce qu'on traverse et tout, ça permet quand même pas mal d'en discuter aussi, puis d'échanger sur ça, je trouve. Donc, c'est chouette. Ouais, c'est ça. Parfois, j'imagine que c'est un peu dans cette direction-là que tu le mentionnes, mais avoir du support aussi des autres personnes autour qui sont peut-être des fois passées par des choses. Si une personne a fait une maîtrise, puis l'autre personne fait un doctorat, OK, est-ce que je vais au doctorat? Qu'est-ce que ça a été? Est-ce que c'est complexe ou pas? Oui, parce qu'au final, c'est la 5e édition qu'on organise. Donc, oui, il y a eu des changements de l'équipe organisatrice, mais au final, on devient des amis parce que on sépare pendant une année, on organise tout l'événement et au final aussi le succès de l'événement pour nous c'est la raison d'être encore plus unis. Donc on a commencé comme des organisatrices, mais on commence comme des organisatrices, mais par la suite on devient des amis finalement. On se parle presque à toutes les semaines. Donc. Mais aussi les motivations qu'on trouve entre nous, on est motivés, on travaille comme des bénévoles. Là, mais je trouve qu'on est tous impliqués, on prend le temps, on discute, on fait tout ça. Ça ressemble qu'on apprécie qu'est-ce qu'on fait. Donc. Oui.
Et même le fait qu'on a des backgrounds culturels et scientifiques différents, ben, je pense que c'est notre richesse. Dans le fond, la diversité, c'est notre richesse parce que dans nos meetings, on est capable d'avoir plusieurs points de vue, de se confronter, aussi de se développer au niveau personnel, donc découvrir des idées différentes. Donc je pense que ça, c'est aussi les points qui nous aident à être aussi unis, compacts comme équipe. Ouais. On voit aussi l'évolution de l'événement. Chaque année, on a plus de gens qui sont un peu plus motivés, on peut dire. Et chaque fois, on trouve des idées qu'on a. Oh, ok, ça va nous aider. Et je pense on est unique dans cette des sens, idées d'amélioration. On part d'une base aussi qui est d'année en année meilleure, donc ça permet d'apporter plus d'idées, plus de peaufinage, de petits détails. Puis il y a aussi beaucoup d'entraide parce que vu qu'on est quand même beaucoup occupé, dès qu'il y a quelqu'un qui est plus dans le rush ou quoi, on arrive à, je trouve, naviguer un peu entre les deux, s'entraider et tout ça. Donc, beaucoup de collaboration. Ouais, beaucoup de collaboration. Ouais. Mais aussi, l'équipe organisatrice, je pense, la première année, vous étiez 5? On était 4. 4. Ouais. Donc, cette année, on est 8. Donc, 4 en pandémie, on était. C'est vrai. Oui, c'est ça. On est 4 ici, mais dans la réalité, on est 8 organisatrices pour cette année. Combien de personnes au total, finalement, entre l'équipe d'organisation puis l'équipe de conférencières? On aura entre 15 et 20 bénévoles. Pendant la journée, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc soit être proche des conférencières. On a aussi un petit point d'activité pour les enfants où on fait des petites activités, des petits jeux qui sont tout au thème scientifique, bien sûr. Et donc, il faut s'occuper de ça, il faut aller chercher les gens, motiver le public, dire venez, présenter l'événement parce que on est au parc du musée, les gens sont juste au plein pour se promener, donc on va les chercher, on va les accueillir à notre événement et puis on a les 12 conférencières pendant les 3 heures. C'est fou, c'est quand même beaucoup de monde. Puis comment, justement, moi, ce que je trouve super intéressant, c'est que c'est vraiment une façon de partager la science moi j'aime beaucoup parce qu'on voit la science, on peut regarder sur Internet ou choses comme ça. Il y a des conférences qui sont vraiment dédiées à un sujet en particulier et c'est intéressant, mais des fois c'est moins personnel, c'est plus dur de s'accrocher à ce qui se dit. Mais là, le fait d'être directement dedans puis d'avoir la possibilité d'interagir directement avec la personne, je trouve ça super intéressant. Comment vous pensez que cette façon d'exprimer la science, elle change et quel impact ça moi, c'est ça, comment c'est différent, puis comment ça vient donner un plus, finalement, au partage de la science? Je pense que le fait que ce soit très pédagogique et très en interaction, ça marque plus aussi les gens, donc ils arrivent plus à se rappeler de ce qu'ils ont vu et tout ça. Donc, le fait vraiment que le but soit de parler à un large public, que ce soit... je pense pas qu'on l'a expliqué, mais c'est dans un parc, donc c'est ouvert. Donc les conférencières sont sur des boîtes au-dessus, puis on parle. Il y a comme un attroupement qui se forme autour de chaque conférencière, puis on discute. Donc je pense que le fait que ce soit vraiment libre en termes de mouvement, en termes de qu'est-ce qu'on veut présenter entre guillemets et tout, ça rend la chose beaucoup plus naturelle et donc beaucoup plus marquante aussi pour les personnes qui viennent voir ces conférencières-là, je pense. Oui. Il y a aussi l'interaction personnelle. Des fois, maintenant, notre société, ça passe vraiment beaucoup de l'information passe sur les réseaux. Mais moi, je trouve que quand on parle toujours avec une personne, c'est différent. Tu vois on a les contacts, tu vois c'est ça, la motivation, ou qu'est-ce qu'elle pense. Vraiment, tu vois plus c'est ça, l'interaction personnelle, c'est quelque chose de toujours important. Donc, mais aussi, ça appuie sur les concepts qu'il faut de voir les ressources comme les sites web et tout qui sont comme fiables aussi. Ça nous donne les opportunités de montrer que les sciences, il faut aller de voir les vraies sciences à part
sur les sites web de l'institution scientifique, par exemple, ou les revues, les publications vulgarisées, mais vraiment dirigées par des experts, par exemple. Ça, c'est pour nous, dans les façons qu'on présente les conférenciers, ça montre qu'il faut d'aller vraiment vérifier les informations qu'on présente, même si vulgarisées, mais vulgarisées par des experts de leur domaine. Donc, on trouve que Soapbox Science peut mettre cet concept en face. Oui, parce qu'il n'y a pas, justement, il n'y a pas d'intermédiaire entre la scientifique et le public. Donc, c'est elle-même qui peut expliquer sa recherche, qui peut donner des informations qui sont valides. Et c'est un petit peu qu'est-ce qu'on veut aussi faire passer comme message, comme Razan disait, d'avoir dans la science, c'est important d'aller chercher des informations qui sont valides. Donc c'est aussi un autre message qu'on veut passer avec cet événement. Ben, c'est ça que je trouve qui est vraiment bon, c'est que, comme Razan, tu le mentionnais, c'est parfois la science, même je vois des papiers scientifiques, parfois c'est difficile même pour des scientifiques de se dire est-ce que la recherche a été faite correctement et tout. Donc le fait de pouvoir discuter directement avec une personne, à mon avis, ça a vraiment toute cette nouvelle... Ouais, ça évite le doute, puis la personne, si jamais il y a une question, on peut toujours lui poser la question, oui, mais comment t'as trouvé ça, ou comment t'en es arrivé là, finalement. Fait que oui, comment vous pensez que quelqu'un qui veut, mettons, chercher à comprendre mieux la science, ou comprendre mieux justement, soit une présentation qu'une personne aurait fait, c'est quoi la meilleure façon pour aller essayer de chercher plus d'informations sur ce sujet de recherche? Oui, aujourd'hui, avec la prolifération des technologies et tout, c'est difficile de vraiment être sûr. Est-ce qu'on a suivi les bons... Mais pour moi, je trouve, c'est toujours... Pour aujourd'hui, avec les réseaux sociaux et tout, on peut aller suivre les réseaux de l'université, le centre de recherche, même le chercheur lui-même, parce qu'ils sont capables de partager les informations pertinentes et fiables aussi. Donc, avec les façons qu'on travaille aujourd'hui, les réseaux sociaux, c'est toujours... valide, on peut dire, avec le Twitter et tout. C'est toujours pour moi, même moi, pour les sciences que j'ai fait, je trouve les informations sur les réseaux sociaux avant d'aller sur le Google ou site web. Donc, ça, c'est une façon, je pense, pertinente. Il y a des questions, je pense, c'est toujours facile d'aller sur le site web du centre de recherche où on habite, par exemple, ici à ULaval ou des autres centres de recherche qui sont capables de présenter des informations, je pense, fiables. Oui, aussi nous, qu'est-ce qu'on essaie de faire? On a un site web pour Soapbox Science, donc toutes les conférencières qu'on a ou pendant les 5 événements sont bien affichés dans notre site web. Souvent, il y a leur lien professionnel. Donc, souvent, dans leur lien professionnel, dans leur profil professionnel, ils expliquent leur recherche. Donc, déjà, mettons, passer pour notre site web, c'est une manière fiable d'arriver à leur profil, à leur recherche. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Et pour l'événement, pour les jours de l'événement, souvent, on imprime des QR codes, justement, pour le monde, pour faciliter l'accès au profil des chercheurs à tout le monde. Donc, on essaie notre mieux pour leur donner de la visibilité. Exactement. Et de l'information directe avec la conférencière, si jamais... Quelqu'un a des questions en plus, veut savoir en plus. Oui, parce que souvent, c'est aussi des réalités. Mettons, quelqu'un qui vient écouter des conférences. On a eu dans le passé, mettons, des conférencières qui parlaient de la maladie du Parkinson. Et il y avait du public qui avait vécu, mettons, des expériences ou touché par la maladie dans leur famille. Donc, souvent, ça crée aussi des liens. Le monde est curieux et le monde vous poser plus de questions. Donc, c'est pour ça qu'aussi,
on demande aux conférenciers de rester quand même accessibles, de rester quand même ouverts à l'idée que peut-être quelqu'un du public va les contacter ensuite à l'événement. Aussi, on mentionne les affiliations de chaque conférencière à leur domaine, au centre de recherche, au centre de travail. Comme ça ajoute aussi les confiances que les conférencières sont capables de parler de les sciences qu'ils comprennent bien. Oui. Donc ça, c'est aussi un point important de mentionner. Donc, ouais. Fait que c'est ça, c'est tout comme vraiment montrer que l'environnement et que les personnes qui sont là à s'exprimer savent de quoi ils parlent, puis qu'il y a aussi tout un environnement de recherche en arrière, là, qui c'est pas juste, des fois ça peut paraître un peu, quelqu'un qui vient parler de la science comme ça peut paraître assez facile, mais il y a tout plein de monde autour de ça, il y a des revues, des publications et tout, fait que oui, c'est vraiment, je trouve ça bien de pouvoir justement de montrer que je dirais traçabilité, mais c'est peut-être pas le bon terme là, mais un soutien, puis vraiment une structure en arrière de tout ça. C'est vraiment super important. Puis, comment vous voyez Soapbox dans les prochaines années? Là, on parlait qu'en 2020, déjà, 2020, ça a commencé pendant la pandémie, c'est quand même beau challenge. Mais donc là, 4 personnes organisatrices, passer à 7, c'est ça, avec, j'imagine, plus de conférencières. Fait que c'est quoi les prochaines étapes? Nous, on reste toujours engagés dans Soapbox Science. Moi, je trouve que l'événement a commencé au Royaume-Uni en 2011. Maintenant, ça fait plus de 10 ans. On a vraiment plus de villes impliquées. Ici à Québec, nous, on va continuer parce que c'est quelque chose que on a besoin des événements comme ça. On a besoin des événements de vulgarisation comme on vient de discuter. On a besoin d'être plus proche que la science soit plus proche du public et soit aussi accessible au public. Et on veut mettre en lumière les femmes. Nous, on travaille, dans différents domaines. Donc, pourquoi pas un événement qui donne de valeur au travail que tout le monde fait, que aussi les femmes font. Donc, nous, on reste engagés dans l'événement et bien sûr, on est ouvert. Si quelqu'un veut s'impliquer dans l'organisation avec nous, on reste ouvert. Donc, on est obligé en fait, vu qu'on fait partie de l'organisation de Soapbox à partir du UK, on est obligé, entre guillemets, de coller aux critères de 12 conférencières et tout ça, donc on ne peut pas augmenter notre nombre de conférencières. Mais par contre, ce qu'on peut essayer de faire, c'est ramener encore plus de public pour essayer de toucher encore plus de monde, peut-être être encore plus impliqué sur les réseaux sociaux. Déjà, on l'est beaucoup, je pense, mais essayer de travailler un peu sur ça, je pense que donner vraiment plus de visibilité à cet événement-là, qui va encore plus donner de visibilité aux femmes dans la science à Québec. Oui. On aime d'être un peu plus visible, on peut dire. On prend l'opportunité de nous présenter et je trouve que depuis 2020 jusqu'à maintenant, on a les réputations maintenant. On a commencé d'être connus dans le centre de recherche et j'aimerais voir qu'on va avancer de plus et en plus dans cette manière-là. Puis ça se voit qu'on commence à avoir de plus en plus de visibilité parce que même en termes d'application sur le nombre de conférencières, le nombre de bénévoles qui sont intéressés pour venir, malheureusement et heureusement pour nous, on est obligé de faire une sélection parce qu'il y a quand même beaucoup de demandes. Cette année, je pense, en conférencière, on avait à peu près 27, 30, une trentaine, alors qu'on n'en sélectionne que 12. Donc c'est bien parce que ça montre vraiment l'intérêt qu'il y a à participer à cet événement-là aussi. Chaque année grandissant. Donc c'est chouette. C'est un très beau projet. Moi, je vais continuer là-dedans. Je trouve ça super intéressant. Là. Et si quelqu'un veut contribuer justement, ou alors vous contacter pour essayer de soit publiciser l'événement, ou alors essayer d'en apprendre plus. Je vous disais qu'il y a des bénévoles. Est-ce que, je sais que les conférencières, c'est principalement pour les femmes. Est-ce que les bénévoles, ça peut être des hommes, des femmes, ou peu importe? Non, tout le monde. Les bénévoles peuvent être tout le monde. Tout le monde peut être bénévole et dans le fond, nous, on voudrait aussi avoir plus d'hommes impliqués dans les bénévolats de Soapbox Science parce que dans le fond, qu'est-ce que nous, on essaie de faire? Donc, sensibiliser le monde à les rôles des femmes en sciences.
mettons, ça marche pas si aussi les hommes sont pas sensibilisés. Donc, il faudrait que tout le monde vraiment soit sensibilisé. Donc, on a eu dans le passé des bénévoles, des hommes comme bénévoles, mais c'est sûr qu'on souhaite en avoir plus pour justement... Ouais. Puis l'événement, effectivement, c'est pour promouvoir les femmes dans la science parce que il y a quand même un manque de représentation, de visibilité et tout ça. Mais c'est pas pour exclure les hommes. C'est vraiment juste, on veut essayer d'atteindre un peu plus d'égalité de jour en jour, mais vraiment les hommes bénévoles sont extrêmement les bienvenus. Puis au contraire, c'est bien parce que ça montre que c'est vraiment inclusif aussi comme événement. Donc, diversifié ouais. aussi, oui. Super. Puis comment on pourrait vous contacter? C'est quoi les meilleures façons de vous contacter pour justement Mais on est sur beaucoup de réseaux sociaux. Justement, on est sur Facebook, Instagram et X. Donc, au nom de Sobok Science, Ville de Québec. Après, on a un site web, mais dans le fond, si c'est plus facile à travers les réseaux sociaux, le monde pourrait chercher facilement avoir les liens à notre site web. Oui, sur le site web, après, il y a les liens avec... il y a notre email, donc les gens peuvent nous écrire. C'est sûr que les Sobok Science Ville de Québec, sur les réseaux sociaux, on est là. On est là. Puis, pour finir, est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui voudrait s'impliquer, qui voudrait se rejoindre soit à votre équipe ou s'impliquer dans le domaine de la science en règle générale? Si vous voulez vous impliquer en général dans la science, il y a une belle façon de le faire, c'est de participer à Sobok Science, d'être parmi les publics, de venir nous voir nos conférencières. Vous pouvez venir si vous venez le 8 juin au parc du musée, ça va être, vous pouvez vous plonger dans les sciences présentées par des femmes ici de Québec qui sont très brillantes. Donc, vraiment une belle façon de connaître un peu plus les sciences. C'est une belle opportunité. Nous, on va être là aussi. Les bénévoles vont être là. Donc, quelqu'un qui veut découvrir la science, mais aussi découvrir plus sur l'événement ou nous poser plus de questions. Mais ce serait vraiment le rendez-vous le 8 juin 2024, de 13h à 16h au parc du musée. J'espère qu'il fera beau. Oui, c'est noté dans l'agenda. Ouais. Super. Merci beaucoup les filles d'être venues échanger avec moi. C'était vraiment super intéressant. Mais merci à toi. Merci d'avoir écouté ma rencontre avec l'équipe organisatrice de Sobok Science Québec. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager et laisser un commentaire. Nous, on se retrouve au prochain épisode et en attendant, n'oubliez pas, lâchez rien, allez jusqu'au bout de vos ambitions dans le respect des autres et de vous-même.